Pourquoi es-tu devenu si laide? Dit-il d'une voix froide, comme si 7 années d'amour n'avaient jamais existé. Ce furent de les premiers mots qu'il lança à sa femme noire, celle qui l'avait nourri, lavé, porté et aimé pendant 7 d'années de cécité. Pas un merci, pas un sourire, pas une reconnaissance. Rien, seulement le mépris. Il venait tout juste de retrouver la vue, mais son cœur était resté aveugle. Ce jour-là, elle comprit qu'elle n'avait pas perdu son mari à cause de la maladie, mais à cause de son orgueil. Pourtant, elle ignorait encore que cette humiliation serait le début de sa propre renaissance. Soutenez la chaîne, abonnez-vous et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez l'histoire. 7 ans plus tôt, Lionel Brévent et Inaya Sow formaient un couple que beaucoup admiraient d'eux. Ils étaient jeunes heureux, ambitieux et profondément attachés l'un à l'autre. Lionel travaillait alors comme créatif prometteur, reconnu pour sa vivacité d'esprit et sa façon unique de transformer une idée simple en vision forte. Inaya était déjà une figure respectée du marketing stratégique, méthodique, discrète mais redoutée dans les salles de réunion. Leur vie avait été bouleversée par l'accident brutal qui avait laissé Lionel dans l'obscurité totale. Depuis ce jour, le destin de leur mariage avait pris une direction qu'aucun d'eux n'aurait imaginée. Lionel était devenu dépendant, Inaya s'était fait pilier, et, silencieusement, la dynamique entre eux avait glissé vers un déséquilibre que personne n'osait nommer. Maintenant, 7 ans plus tard, tout semblait sur le point de changer. Le matin où Lionel devait retrouver la vue, l'hôpital résonnait d'un mélange de tension et d'espoir. Inaya marchait à côté de son mari en tenant son bras, sa main battie par des années de travail manuel dans l'entrepôt où elle avait accepté un poste bien en dessous de ses compétences. Ses doigts étaient rugueux à force de porter, trier et déplacer, mais ils tremblaient légèrement ce jour-là. Elle inspirait profondément, persuadée qu'après ces années éprouvantes, ils allaient enfin retrouver quelque chose de normal. Peut-être même retrouver l'homme qu'il avait été avant. Dans la chambre blanche, Lionel était assis sur le lit, le dos droit, le visage tendu. Les bandages autour de ses yeux formaient comme un dernier rempart entre lui et le monde qu'il avait perdu. Le docteur Marcelin, un homme au geste précis et au ton rassurant, s'approcha. À côté de lui, 2 infirmières jeunes et soignées, Camille et Nora, préparaient d'ommer les instruments et observaient dans Lionel avec un sourire encourageant. Inaya resta près de son mari. Elle passa ses doigts contre la sienne, cherchant un signe qu'il ressentait encore la même certitude qu'elle. « Ça va aller, Lionel, » dit-elle avec douceur. « Tu n'as qu'à respirer. » Il hocha la tête mais répondit d'une voix dure. « Je respire très bien. Je veux juste que ce soit fait. » Ce ton brusque ne lui était pas étranger, mais elle choisit de ne pas réagir. Elle voulait croire que l'angoisse parlait pour lui. Le docteur annonça que le retrait des bandages allait commencer. Inaya retint son souffle. Chaque geste semblait durer une éternité. Les premières couches tombèrent, puis les secondes. Enfin, la dernière barrière fut retirée, et Lionel ouvrit les paupières lentement, comme si ses yeux avaient oublié comment bouger. La lumière l'atteignit, douce mais réelle. Il cligna plusieurs fois, les pupilles rétrécies. Le monde reprenait forme devant lui, et la première chose qu'il vit fut Inaya. Elle souriait timidement, les yeux brillants d'émotion. Ses lacets cheveux étaient attachés en un chignon rapide, quelques de mèches de rebelle, échappant à la coiffure. Son visage n'était pas maquillé, marqué par les nuits courtes, le stress et la fatigue accumulée. Sa blouse simple paraissait terne sous les néons, et rien en elle n'évoquait la femme confiante qu'elle avait été autrefois dans les bureaux de direction. Lionel la regarda longtemps, mais pas de la façon qu'elle espérait. Son expression se transforma à vue d'œil. La surprise laissa place à l'incompréhension, puis au recul.
Son regard glissa du haut de son visage jusqu'à ses vêtements, sans un mot. « M, commença-t-il, la voix étranglée. « Tu as changé. » Inaya sentit le premier choc. « Lionel, c'est normal. 7 ans ont passé. L'important, c'est que tu puisses me voir. » Il dégagea sa main de la sienne d'un geste sec. Camille, l'une des infirmières, remarqua ce mouvement et détourna discrètement les yeux. Lionel se redressa et murmura une phrase que tout le monde entendit malgré le ton qu'il voulait discret. « Tu as l'air beaucoup plus âgé que ce que j'imaginais. » La pièce sembla se rétrécir autour d'Inaya. Elle resta là, immobile. Elle avait attendu des années pour ce moment, imaginé leur retrouvaille comme une renaissance. Pourtant, ce qu'elle voyait maintenant dans les yeux de Lionel n'était ni joie ni gratitude. C'était une forme de déception froide, presque un jugement. « Je suis juste heureuse que tu sois de retour », dit-elle en essayant de garder sa voix stable. Lionel ne répondit pas. Son regard s'était déjà tourné vers les infirmières. Il observait leurs cheveux brillants, leurs peaux lisses, leurs uniformes impeccables. Il se redressa encore davantage, comme s'il voulait s'éloigner d'Inaya sans se lever. Le docteur Marcelin annonça quelques de recommandations post-opératoires. Lionel répondit d'un ton aimable au médecin, plaisanta avec les infirmières, et Inaya comprit que quelque chose avait basculé. Il agissait comme si elle n'était qu'un détail dans la pièce. Lorsqu'ils quittèrent son de la chambre, elle marcha à côté de lui, mais il ne lui prit pas le bras. Pour la première fois depuis 7 ans, il n'avait plus besoin de s'appuyer sur elle, et son premier réflexe fut de se détacher. Dans l'ascenseur, elle tenta encore. « Lionel, tu dois être fatigué. On rentrera se reposer. »« Oui, » répondit-il, toujours sans la regarder. « On verra. » Ce « on verra » résonna comme une fissure qui venait de naître, fine mais profonde. Quelque chose dans le regard de Lionel avait changé. Il ne voyait plus la femme qui l'avait soutenue. Il voyait une version d'elle qu'il ne reconnaissait plus et qu'il jugeait sévèrement. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Inaya comprit qu'une nouvelle épreuve commençait. Pas celle de la lumière retrouvée, mais celle de l'ombre qui s'installait entre eux. Le jour de la réception organisée pour célébrer le retour de Lionel au siège arriva plus vite qu'Inaya ne l'aurait souhaité. Depuis la sortie de l'hôpital, elle sentait son mari glisser loin d'elle. Il parlait peu, évitait ses gestes, et son regard passait sur elle comme s'il la voyait pour la première fois, mais sans y trouver ce qu'il espérait. Malgré cela, elle voulait croire que la soirée serait une occasion de retrouver quelque chose de normal, un instant où ils pourraient dit être à nouveau un couple. Le hall de la tour Brevant & Co brillait de lumière chaude. Les employés, les partenaires et quelques investisseurs étaient présents. Les conversations animées remplissaient l'air et beaucoup attendaient ce monde et l'arrivée du prodige qui avait retrouvé la vue. Lionel entra, vêtu d'un costume parfaitement coupé, qu'il avait choisi sans demander l'avis d'Inaya. Il avançait avec assurance, recevant des tapes dans le dos, des félicitations et des sourires admiratifs. Inaya marcha légèrement derrière lui. Elle portait une robe simple, choisie selon ses moyens. Elle n'avait jamais recherché l'attention, mais ce soir-là, elle espérait au moins être reconnue comme la femme de celui qu'elle avait soutenu pendant 7 ans. Près du buffet, Lionel discutait avec Géraldine Montfort, directrice des relations publiques, une femme élégante et affable qui connaissait Inaya de vue. Elle adressa un sourire poli à Inaya, mais Lionel fit semblant de ne pas la remarquer. Inaya s'approcha doucement. « Bonsoir, Lionel », dit-elle en essayant de se placer à côté de lui. Il fit un pas en avant, comme pour garder une distance. « Ah, oui », répondit-il sans la regarder vraiment. « Tu es là. » Cette phrase banale sonna comme un refus. Géraldine observa la source scène en silence, visiblement mal à l'aise. Inaya sentit une chaleur monter dans sa poitrine, mais elle resta droite,
Elle voulait croire qu'il s'agissait de stress ou de maladresse. Plus tard, un partenaire important, Monsieur Delacour, un homme rond et jovial, aperçut Inaya isolée dans un coin de la salle. Curieux, il demanda à Lionel. « Et cette dame qui attend seule près des plantes, c'est votre épouse, non, la dame qui vous accompagnait à toutes les consultations. » Lionel eut un rire nerveux et répondit assez fort pour que plusieurs personnes entendent. « Elle n'est pas ma femme, juste quelqu'un qui m'a aidé, disons dans la vie quotidienne. » Les mots tombèrent comme une pierre lourde. Inaya sentit son estomac se nouer. Elle avait entendu chaque syllabe. Elle resta immobile quelques secondes, incapable de bouger. Les regards qui se tournaient sombres vers elle la brûlaient, certains remplis de pitié, d'autres de curiosité. Elle essaya de respirer calmement, mais sa gorge se serrait. Elle quitta discrètement le groupe et s'avança vers le couloir menant au vestiaire, espérant se reprendre. Elle se retrouva près de la porte des toilettes, tentant de calmer son cœur qui battait trop vite. À cet instant, des voix d'hommes s'élevèrent derrière la porte entr'ouverte des toilettes. Celle de Lionel et de 2 collègues, dont Hugo, un ancien camarade de promotion de Lionel, récemment promu chef de projet. « Alors, tu as vu la femme qui te suivait partout quand tu étais encore dans le noir ?» demanda Hugo avec un ton amusé. Lionel répondit par un souffle exaspéré. « Comment oublier? Elle y était présente tout le temps. Mais maintenant que je vois, c'est différent. Je ne peux pas continuer avec quelqu'un qui ressemble à... Enfin, tu vois très bien. Elle a l'air d'une employée d'entretien, pas d'une femme qui accompagne un directeur créatif. » Hugo rit légèrement. « Tu es dur, Lionel. Elle t'a quand même aidé pendant des années. » Lionel haussa les épaules. « Oui, elle était utile, mais je ne peux pas me présenter avec elle maintenant. On me regarde déjà avec assez d'attention. Je ne veux pas qu'on m'associe à une personne qui me rappelle une période aussi misérable. » Chaque mot était une blessure. Inaya sentit ses jambes trembler. Une colère froide remplaça peu à peu la douleur. Elle s'appuya contre le mur, les mains serrées. Elle comprenait enfin ce que Lionel pensait réellement de ces 7 années. Non pas de l'admiration ni de la reconnaissance, seulement de la honte. Elle fixa son reflet dans le miroir mural près de l'entrée. Elle ne vit pas une femme laide, elle vit une femme épuisée, mais forte. Une femme qui avait renoncé à sa carrière, à ses ambitions, pour sauver un mariage qui, visiblement, n'intéressait plus l'homme qu'elle avait aimé. Après quelques minutes, elle retourna lentement dans la salle. Elle ne dit rien, elle ne pleura pas. Elle resta en retrait, observant Lionel rire avec son équipe, s'enivrer de compliments, parler de projets comme s'il renaissait. Il ne tenta même pas de la chercher du regard. Vers la fin de la soirée, Géraldine la rejoignit avec une hésitation visible. « Inaya, ça me fait plaisir de te voir ici. Tu veux que je t'accompagne un moment ?» Inaya secoua la tête doucement. « Non, merci. Je suis venue pour Lionel. Maintenant, je peux rentrer. » Géraldine baissa les yeux. Elle avait entendu, elle aussi. « Tu ne mérites pas ce qu'il fait. » Inaya répondit d'une voix calme. « Il montre simplement ce qu'il est devenu. » Elle quitta la salle sans se retourner. La douleur dans sa poitrine était lourde, mais une résolution naissante se formait en elle. Quelque chose venait de se briser définitivement, et une autre partie d'elle, endormie depuis longtemps, commençait à se réveiller. Cette nuit-là, alors que la ville continuait d'étinceler, Inaya comprit que son mariage touchait à une fin qu'elle n'avait pas choisie. Mais ce qu'elle ferait ensuite, cette fois-ci, dépendrait entièrement d'elle. L'appartement était plongé dans un silence lourd lorsque Lionel rentra ce soir-là. Inaya avait préparé un dîner simple, espérant qu'il pourrait parler calmement de ce qui s'était passé à la réception. Elle avait passé la journée à réfléchir, à essayer de comprendre si elle avait mal interprété ses gestes, si la honte qu'elle avait lue dans ses yeux n'était qu'un mirage. Pourtant, la porte d'entrée claqua d'une manière sèche, annonçant que la tempête n'était pas une illusion.
Lionel entra dans le salon, sans même retirer son manteau. Son visage était fermé, ses traits tendus comme s'il avait pris une décision irrévocable. Inaya se leva immédiatement. « Tu veux manger quelque chose? J'ai fait du poisson comme tu l'aimes, » dit-elle avec douceur. Il ne répondit pas. Il posa une enveloppe blanche sur la table basse, bien en évidence. Inaya reconnut tout de suite la nature du document, même sans l'ouvrir. Son cœur se contracta. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix qui se voulait stable. Lionel s'assit en face d'elle, les jambes croisées, l'air plus détaché que jamais. « Un divorce, je pense que c'est mieux pour nous deux. » Elle inspira profondément. « Pour nous deux, ou juste pour toi ?» Il haussa légèrement les épaules. « Inaya, sois raisonnable. On ne correspond plus, tu le sais très bien. » Elle serra les mains pour empêcher qu'elle te tremble. « Explique-moi, Lionel, qu'est-ce qui ne correspond plus ?» Il la regarda enfin, mais ce regard n'avait plus rien de tendre. « Toi, ton apparence, ta manière de vivre. Le monde dans lequel je suis en train de retourner n'a rien à voir avec la façon dont tu te présentes aujourd'hui. » Inaya sentit le sol se dérober. « Tu veux dire que tu veux divorcer parce que je suis devenue différente, parce que tu es devenue trop loin de ce que je veux maintenant. » Elle resta immobile, les yeux fixés sur lui. « J'ai changé parce que j'ai dû changer. Je travaillais dans un entrepôt pour être présente pour toi. Je me suis oubliée pour t'accompagner, tu le sais. » Il répondit avec une désinvolture qui lui donna la nausée. « C'est fait, et je t'en remercie, mais je n'ai pas à rester dans une relation qui ne me convient plus. » Elle se leva brusquement. « Et cette femme que tu fréquentes ?» dit-elle, la voix brisée de colère. « Celle que tu caches à peine. » Lionel ne nia pas. Il se contenta de hausser les sourcils. « Elle me correspond. Elle est jeune, dynamique, brillante. Elle s'habille comme une femme de mon milieu. Tu comprends? Je ne peux pas aller à des événements importants avec quelqu'un qui ressemble à une employée de service. » Les mots étaient des lames. Inaya porta une main à sa poitrine pour se retenir. « Je t'ai aidé à survivre, Lionel. Je t'ai guidé. Je t'ai lu chaque document. Je t'ai expliqué chaque dossier. Je t'ai reconstruit une carrière entière quand tu étais dans le noir. » Il sourit, un sourire froid. « Tu exagères. Tu m'as juste lu des notes. Je faisais tout le reste. » Elle secoua la tête avec un souffle incrédule. « Tu crois vraiment ça ?» Il se leva, sortit une petite pochette de sa veste et la posa à côté du dossier de divorce. « Il y a aussi un chèque, une compensation. Tu as droit à ça pour ces années. » Inaya regarda le chèque sans le toucher. « Tu me paies pour m'acheter le silence et la dignité. Non, je t'offre une sortie correcte. Tu devrais en profiter. » La colère la quitta soudain, laissant place à une lucidité glaciale. Elle ramassa le dossier de divorce, prit le stylo qui traînait sur la table et signa sans détour. Lionel la regarda faire, surpris par sa rapidité. « Tu signes comme ça ?» demanda-t-il, pris au dépourvu. « Oui, » répondit-elle calmement, « parce qu'il n'y a plus rien à sauver. Pas après ce que tu m'as dit hier, pas après ce que tu viens de répéter aujourd'hui. » Elle poussa le dossier vers lui. « Mais garde ton chèque, je n'ai pas besoin d'être payé pour ma dignité. » Lionel fronça les sourcils. « Tu es déblessé, c'est normal, mais tu vas comprendre que je fais ce qui est des logiques. » Inaya s'approcha doucement, planta son regard dans le sien. Dans ses yeux, elle n'était plus fragile. Elle était droite, tranchante, d'une clarté presque dérangeante. « Tu veux la vérité, » dit-elle. « Tu ne veux pas une femme laide ou pauvre. Tu veux une femme que tu peux exhiber. Tu crois que la lumière revient dans ta vie. Tu penses que tout te revient, comme si tu avais lutté seul pendant 7 ans. » Il répondit avec agacement. « Je ne vais pas m'excuser d'avoir des standards. » Elle sourit lentement. « Lionel, tu veux savoir ce que tu ignores? Je vais te le dire. Ces 7 ans l'année, ce n'est pas toi qui as travaillé. C'est moi. Chaque document que tu présentais, je l'avais reformulé. Chaque stratégie que tu défendais au téléphone, je l'avais ajustée. Tu parlais avec ta voix, mais c'était ma tête derrière.
Il la fixa, hébété. N'importe quoi. Tu ne fais que parler parce que tu es jalouse. Ce n'est pas de la jalousie, c'est la vérité, répondit-elle. Tu étais l'orateur, j'étais la pensée, tu étais la façade, j'étais le contenu. Lionel éclata d'un rire moqueur. Tu te donnes des rôles. Mais elle continua, imperturbable. Tu crois être un génie retrouvé. Tu n'es qu'un écho de ce que j'ai construit. Tu veux me quitter. Parfait. Mais sache ceci. Sans moi, tu vas devoir prouver ce que tu vaux, réellement. Lionel recula légèrement, surpris par le ton tranchant qu'il ne lui connaissait pas. Fais attention à toi, Lionel. La lumière que tu crois avoir retrouvée pourrait bien te brûler. Elle prit son manteau, ouvrit la porte et ajouta avant de sortir. Nous allons voir qui était vraiment indispensable à l'autre. Puis elle disparut derrière la porte, laissant Lionel seul dans l'appartement silencieux, soudain confronté à un vide qu'il ne comprenait pas encore. Les vestiseduri qui suivirent paix sur la séparation furent étrangement silencieux pour Inaya. Elle avait quitté l'appartement sans regret, mais avec un vide immense, celui que laisse une bataille de trop longue. Pourtant, au milieu de ce silence, une détermination nouvelle commençait à prendre forme. Elle avait vécu 7 années à s'effacer, à rendre ses épaules plus larges pour porter un homme qui ne savait plus marcher seul. Maintenant qu'elle n'avait plus ce poids, quelque chose d'endormi en elle se réveillait. Elle retourna à son vieux bureau dans l'entrepôt où elle travaillait. Les collègues la connaissaient comme une femme discrète, efficace et toujours disponible. Parmi eux se trouvait Maïmouna, une amie proche, employée depuis 4 ans dans l'équipe logistique. C'était une femme vive, au regard attentif, et la seule avec qui Inaya avait partagé une partie de sa vie privée. En la voyant entrer ce matin-là, Maïmouna s'approcha aussitôt. « Inaya, tu as l'air différente. Tu veux en parler ?» Inaya sourit légèrement. « Pas maintenant, mais je vais bien. Vraiment. » Maïmouna observa son expression quelques secondes. Elle comprit qu'un changement profond était en marche. « Je suis là si tu as besoin de moi. »« Je sais, » répondit Inaya avec gratitude. La première action d'Inaya fut simple mais décisive. Elle s'assit à son poste de travail, ouvrit son ordinateur et consulta les annonces internes de mobilité. Elle parcourut les offres et s'arrêta devant un poste qui fit battre son cœur plus vite. Conseillère stratégique pour un groupe concurrent majeur dans le domaine de la communication et du marketing. Une position exigeante, prestigieuse et surtout parfaitement adaptée à son ancien niveau de compétence. Elle relut la description plusieurs fois. C'était audacieux, c'était risqué, mais c'était exactement ce dont elle avait besoin. Elle envoya sa candidature avec un dossier impeccable, incluant un portfolio secret qu'elle avait patiemment conservé. Les analyses, les reformulations, les plans qu'elle avait élaborés dans l'ombre pour Lionel. Tout ce talent silencieux qu'elle n'avait jamais revendiqué. Lorsqu'elle reçut la réponse positive pour un entretien, elle resta immobile plusieurs secondes, absorbée par l'émotion. Maïmouna, qui passait derrière elle, lui demanda ce qui se passait. « Je crois que ma vie est en train de changer », dit simplement Inaya. Le jour de l'entretien, elle se tint devant le miroir de sa petite salle de bain. Elle coupa ses cheveux elle-même, adoptant une coupe nette, moderne. Elle choisit un pantalon tailleur sombre et une chemise blanche parfaitement repassée. Il ne s'agissait pas de redevenir la femme qu'elle l'avait été, mais de laisser renaître celle qui s'était enterrée pour survivre. Pendant ce temps, Lionel vivait une réalité différente. Il évoluait à nouveau dans les bureaux de Brevant & Co, mais quelque chose clochait. Il avait récupéré la vue, mais pas la maîtrise. Il approchait le grand projet de l'année avec confiance, persuadé d'être à la Holanure sans aide. Pourtant, au fur et à mesure qu'il travaillait, des failles apparaissaient. Lors de la première réunion préparatoire, Hugo, son collègue et ami d'enfance, entra dans la salle avec un dossier. « Voici les derniers de retour du client, Lionel. »
Lionel feuilleta les documents, mais fronça les sourcils. Rien ne semblait clair, rien n'était cohérent. Il avait du mal à rassembler ses idées. « Tu vas bien ?» demanda Hugo. « Tu as l'air un peu tendu. »« Je vais très bien, » répondit Lionel, irrité par la question. « Il me manque juste un angle pour éclaircir le concept. » Hugo hocha la tête mais resta perplexe. Lionel ne manquait jamais d'angle. Il manquait seulement d'une personne qui lui soufflait discrètement les lacunes à corriger. Le jour de la réunion stratégique arriva. Lionel présenta un prototype d'idée qu'il pensait brillante. Il ne savait pas que l'origine de ce concept venait d'une série de notes qu'Inaya lui avait autrefois dictées lorsqu'il ne voyait cogne rien. Inaya ne lui avait jamais donné la version finale. Il n'avait gardé qu'un brouillon incomplet, persuadé qu'il tenait là un bijou. Pendant qu'il parlait devant l'équipe, plusieurs cadres se regardaient loin du coin de l'œil. Quelque chose sonnait faux. Les mots étaient lopres, beaux, mais creux. Les schémas élégants, mais incohérents. Lionel ne s'en rendit pas compte. À cet instant, dans le bureau d'un autre immeuble, à quelques rues de là, Inaya terminait son entretien avec le directeur des opérations, M. Faure. C'était un homme calme, observateur, fasciné par la précision analytique d'Inaya. « Votre approche dépasse nos attentes, » dit-il. « Vous avez une façon d'anticiper les failles qui étaient rares. J'ai appris à soutenir des projets exigeants dans des conditions particulières, » répondit-elle avec sobriété. Il sourit. « Je vous crois, nous aimerions vous proposer un poste de conseillère dès la semaine prochaine. » Inaya sentit une chaleur monter dans sa gorge. « Merci, j'accepte. » En sortant du bâtiment, elle s'arrêta sur le trottoir, respira profondément et ferma les yeux un instant. Elle n'était plus la femme que Lionel avait méprisée. Elle redevenait celle qu'elle avait choisi d'être avant que sa vie ne s'effrite. Une force tranquille l'envahit. La dernière image de ce jour fut celle d'Inaya marchant dans la rue, la tête haute, consciente que c'était le début d'une nouvelle trajectoire. Elle ne cherchait pas la vengeance. Elle cherchait seulement sa place dans le monde. Tout le reste viendrait naturellement. Lorsque Lionel rentra chez lui, après la réunion humiliante où Inaya avait démonté son projet morceau par morceau, il se retenait de hurler. Son esprit bourdonnait, son cœur cognait trop fort. Chaque mot prononcé par elle résonnait encore, comme une gifle qu'il n'arrivait pas à oublier. Il referma la porte de son appartement d'un geste sec et lança sa veste sur le canapé. Une sensation d'étouffement envahissait sa poitrine. Il se dirigea vers le miroir du salon et observa son reflet. Ses traits s'étaient crispés, ses yeux agités. Il murmura pour lui-même. « Elle ne peut pas avoir fait ça, pas elle. » Mais il savait que si. Inaya l'avait fait. Et elle l'avait fait en toute légitimité. Il se passa de l'eau sur le visage, mais le malaise persista. Une douleur sourde battait derrière ses tempes. Il tenta d'ignorer l'ombre qui flottait au bord de son champ de vision. Une petite tache noire qu'il attribua d'abord à la fatigue. Il décida d'appeler Clara, la jeune secrétaire avec qui il entretenait une relation depuis des mois. Elle représentait pour lui un refuge, une preuve qu'il pouvait avancer sans s'accrocher au passé. Lorsque la sonnerie cessa, la voix de Clara résonna, légère mais tendue. « Oui, Lionel, je voudrais te voir, maintenant. J'ai besoin de sortir un peu. » Elle hésita. Il le sentit immédiatement. « Ce soir, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je suis avec des collègues. Je n'ai pas eu une bonne journée. J'ai besoin de toi. » insista-t-il. Un silence, puis une voix plus sèche que d'habitude. « Tu devrais te reposer, je ne peux pas venir. »« Clara, qu'est-ce qui se passe ?» Il entendit un rire étouffé derrière elle, puis une voix masculine. Clara reprit. « Je suis désolée, Lionel. Je ne peux pas continuer comme ça. Tu as perdu un peu de ta présence. On parle beaucoup au bureau. On dit que ton projet a été un désastre. Je ne veux pas être associé à ça. » Lionel sentit son estomac se tordre.
Tu me laisses que tomber à cause d'une réunion. Je préfère avancer avec des gens qui montent, pas avec des gens qui descendent. » Puis elle raccrocha. Il resta immobile, le téléphone encore dans sa main. Un battement sourd résonnait dans son crâne. La tache sombre dans son œil s'élargit d'1 millimètre. Il ferma les paupières, tenta de respirer. Mais la sensation d'effondrement intérieur devenait incontrôlable. Le lendemain matin, il retourna au bureau, bien décidé à prouver à tout le monde que la réunion n'était qu'un incident isolé. Il entra dans son open space en saluant brièvement l'équipe, mais il remarqua les regards fuyants. Certains murmuraient, d'autres l'observaient avec une compassion gênée. Hugo s'approcha. « Ça va aujourd'hui ? Tu as l'air différent. » Lionel força un sourire. « Je vais bien, je vais retravailler la présentation. Ce n'était rien. » Hugo posa une main prudente sur son épaule. « Tu n'es pas obligé de bricoler ça seul, tu peux demander de l'aide. » La remarque réveilla une colère immédiate. « Je n'ai besoin de personne, j'ai toujours tout fait moi-même. » Hugo pinça les lèvres, mais ne répondit rien. Il savait que Lionel n'écouterait pas. Lionel passa la matinée à revoir le dossier. Les chiffres dansaient remettent devant ses yeux. Les lignes du tableau se mélangeaient. Il plissa les paupières, essuya ses lunettes, mais la tache noire s'était de nouveau agrandie. Par moments, une bande trouble brouillait sa vision. Il sentait aussi son cœur battre trop vite, comme si son corps lui envoyait des avertissements qu'il refusait de comprendre. Lors de la pause déjeuner, il essaya de répondre à quelques mails importants. Il ouvrit un contrat à réviser, mais ne parvint pas à lire correctement le texte. Les lettres semblaient d'affomer se superposer. Il cligna plusieurs fois en pensant que cela passerait. « Allez, concentre-toi » murmura-t-il. Mais les mots devenaient même des ombres. Il se leva brusquement et se rendit dans le bureau du directeur général, M. Ravel, un homme strict connu pour son exigence. Il frappa et entra. « Monsieur Ravel, j'aimerais rediscuter du projet. Je peux le corriger rapidement. » Le directeur l'observa longuement. « Lionel, tu es un élément précieux, mais ce que tu as présenté hier était insuffisant. Je veux des résultats, pas des excuses. » Lionel sentit une goutte de sueur glisser dans son dos. « Je peux le faire, il me faut juste un peu de temps. » Le directeur se pencha vers lui. « Tu sembles tendu. Si tu n'es pas en état de travailler, dis-le, je ne peux pas prendre de risques. »« Je suis parfaitement en état, » répondit Lionel trop vite. La discussion s'acheva sans conclusion. Lionel ressortit plus nerveux qu'avant. Son souffle devenait court. Il retourna à son bureau, s'assit devant son écran et tenta encore de lire le contrat. La vision se troubla une deuxième fois. La tache noire s'élargit au point d'avaler presque un quart de ce qu'il voyait. Une panique glaçante l'envahit. Non, pas ça, pas maintenant. Il se leva pour aller à la salle de repos, mais trébucha légèrement. Personne ne fit de commentaires, mais plusieurs regards inquiets le suivirent. Il attrapa une bouteille d'eau, la porta à ses lèvres, puis sentit une pression violente au niveau du front. « Ça ne peut pas recommencer, » murmura-t-il. Mais il connaissait ce symptôme, ce bourdonnement lourd, cette sensation de perte progressive de contrôle. Il tenta de se calmer, mais sa respiration devenait irrégulière. Chaque pensée se mélangeait à une autre. Et derrière tout cela, Inaya apparaissait encore, son regard calme, ses mots précis, qui lui retiraient l'air chaque fois qu'il y repensait. La journée se termina dans un flou pénible. Avant de quitter le bureau, Hugo le rattrapa. « Lionel, écoute, je pense vraiment que tu devrais aller voir un médecin. Tu n'es pas comme d'habitude. » Lionel se dégagea. « Je n'ai besoin de personne, je reprends le contrôle. » Il quitta le bâtiment avec une démarche vacillante. Dehors, la lumière du soir l'aveugla. La tache noire grandit encore, avalant presque la moitié de son champ de vision. Une panique pure serra sa gorge. Il comprit enfin. Il était en train de retomber dans l'obscurité. La matinée suivante commença dans un brouillard épais pour Lionel.
Il se leva avec une douleur lancinante derrière les yeux et une impression d'étouffement dans la poitrine. Le miroir de la salle de bain reflétait un visage fatigué, tiré, presque méconnaissable. Il tenta de se convaincre qu'il pouvait gérer la situation, mais la tache sombre dans son champ de vision l'empêchait déjà de lire correctement l'heure sur son téléphone. Il arriva au bureau en gardant la tête baissée, espérant éviter les regards. Pourtant, tout le monde semblait déjà au courant du fiasco de la veille. Certains murmuraient en le voyant passer. D'autres faisaient même semblant de ne pas le remarquer. Il se força à marcher droit, même si chaque pas semblait incertain. Sur son bureau l'attendait une pile de documents. Le plus urgent était un contrat important que le directeur général lui avait transmis pour une signature immédiate. Lionel s'assit, prit le dossier entre ses mains et sentit son cœur s'accélérer. Les mots sur les pages étaient flous. Les chiffres se confondaient. Il cligna plusieurs fois des yeux, mais la vision restait brouillée. Hugo passa près de lui et remarqua son agitation. « Lionel, tu veux que je relise le contrat avec toi? Je peux t'aider. » Lionel fronça les sourcils. « Je n'ai pas besoin d'aide. Je peux parfaitement signer un document. » « Tu ne vas pas bien, ça se voit. Tu devrais peut-être prendre une pause. »« Je t'ai dit que tout va bien, » répondit Lionel d'un ton tranchant. Pour prouver qu'il avait encore le contrôle, il saisit son stylo et signa le contrat sans vérifier les pages. Il le referma brusquement et le glissa dans l'enveloppe destinée au client. Sa main tremblait légèrement, ce qui n'échappa pas à Hugo. Quelques heures plus tard, alors qu'il tentait de se concentrer sur un autre dossier, un appel urgent provenant de la direction interrompit son effort. On lui demanda de monter immédiatement au bureau du directeur général. Lorsqu'il entra dans la pièce, une tension glaciale l'accueillit. Monsieur Ravel se tenait derrière son bureau, les bras croisés, accompagné de 2 membres du département juridique. Cet arrêt était sévère. « Fermez la porte, monsieur Brévent. » Lionel obéit, le cœur battant. « Il y a un problème. »« Un problème est un mot bien faible, » répondit le directeur avec une froideur tranchante. « Le contrat que vous avez signé ce matin contient une erreur majeure, une clause mal négociée qui implique une perte financière considérable pour l'entreprise. » Lionel sentit un frisson lui parcourir tout le corps. « Ce n'est pas possible. Je l'ai vérifié. » L'un des juristes intervint. « Les pages n'étaient même pas dans le bon ordre. Vous avez signé un document incomplet. » Je n'arrivais pas très bien à lire ce matin. C'était juste un moment de négligence totale, coupa sèchement le directeur. C'est inacceptable. Lionel tenta de se défendre. « Donnez-moi quelques jours et je corrigerai tout. Je peux réparer cette erreur. » Il ne s'agit pas de réparer. Il s'agit de votre incapacité à assurer vos responsabilités. Ce contrat nous met dans une position dangereuse. Nous ne pouvons plus vous laisser occuper ce poste. Lionel sentit le sol se dérober. Vous me licenciez. Effectif immédiatement. La phrase tomba comme un couperet. Un silence glacial suivit. Le souffle de Lionel se bloqua dans sa gorge. Ses mains devinrent moites. Une chaleur étouffante monta jusqu'à ses tempes. « Vous n'avez pas le droit de faire ça, » murmura-t-il d'une voix brisée. « Nous avons non seulement le droit, mais aussi l'obligation envers l'entreprise. Vous pouvez prendre vos affaires dès maintenant. » Lionel sortit de la pièce en titubant légèrement. L'open space semblait tourner autour de lui. Les visages se mélangeaient. Les murmures devenaient des bourdonnements indiscernables. Hugo s'approcha inquiet. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je suis renvoyé, » répondit Lionel d'une voix presque inaudible. « Je n'ai plus rien. » Hugo voulut le retenir, mais Lionel s'éloigna d'un pas désordonné. « Laisse-moi. » Il descendit les escaliers en s'accrochant à la rambarde. Une douleur aiguë traversa son crâne. La lumière devant lui se fragmenta comme un vitrail qui se brise. Il franchit les portes du bâtiment et,
À peine sorti sur le trottoir, son monde s'effondra dans une obscurité totale. Son cri étouffé mourut dans sa gorge. Il tomba à genoux, le visage tourné vers un vide qu'il ne comprenait pas encore. Les passants s'arrêtèrent choqués. Une femme s'approcha. « Vous allez bien, monsieur? Vous avez besoin d'aide? Je ne vois plus, balbutia-t-il. Je ne vois plus rien. » Le monde entier venait de s'éteindre. Quand il arriva à l'hôpital, les médecins confirmèrent pour ce qu'il redoutait. Une perte irréversible. La combinaison du stress, de la pression artérielle et de la fragilité de son nerf optique avait rendu la situation sans retour. Lionel resta silencieux, incapable de formuler la moindre réaction. Plus tard, ramené dans son petit appartement par un taxi, il se retrouva seul dans une obscurité absolue. Il tendit les mains devant lui, cherchant un repère. Rien ne répondait. Il s'assit sur le sol, le dos contre la porte, le souffle court. Le seul nom qui lui vint à l'esprit fut celui d'Inaya, la seule personne qui avait su l'accompagner dans cette obscurité autrefois. Sa main tremblante chercha son téléphone. Il finit par trouver le bon contact et appuya sur le bouton d'appel. Après quelques secondes, sa voix s'éleva, pleine d'une panique désespérée. « Inaya, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je n'ai plus personne. Je t'en supplie. Reviens. Je sais que tu m'aimes encore. Ne me laisse pas dans ce noir. » Puis il attendit, le cœur suspendu, espérant une lueur là où il n'y avait plus rien. Inaya arriva devant le petit café où elle et Lionel s'étaient souvent retrouvés autrefois. Elle observa la devanture familière. Rien n'avait changé. Les mêmes tables en bois, les mêmes vitres légèrement embuées, la même odeur de café torréfié qui flottait dans l'air. Pourtant, elle n'était plus la même femme. Elle poussa la porte. À l'intérieur, Lionel était déjà là, assis dans un coin. Il avait les mains jointes sur la table. Ses doigts tremblaient légèrement. Ses yeux vides fixaient un point imaginaire. Il portait une chemise froissée et paraissait plus vieux qu'il ne l'avait été quelques semaines plus tôt. Lorsqu'il entendit les pas d'Inaya, il redressa la tête, attentif à chaque son. « Inaya !» dit-il d'une voix chargée d'émotion. « Tu es venue. » Elle hocha la tête en s'asseyant en face de lui. « Oui, tu voulais me parler. » Il soupira, comme soulagé par sa présence. « Je ne sais pas par où commencer. Tout est devenu tellement sombre. Je n'ai plus rien, plus de travail, plus d'amis, plus personne. Je pensais pouvoir gérer sans toi, mais je me suis trompé. » Elle resta calme, observant les traits affaissés de l'homme qu'elle avait aimé. Il n'y avait plus aucune arrogance dans sa voix, seulement une fatigue profonde. « Tu veux que je t'écoute alors ? Parle, » dit-elle doucement. Lionel posa une main hésitante sur la table, comme s'il cherchait à retrouver le contact d'autrefois. « Je sais que j'ai été injuste, cruel même. Je t'ai blessé, je le regrette. Je pensais que la lumière me rendrait plus fort. En réalité, elle m'a montré que je n'étais rien sans toi. J'ai besoin de toi, Inaya. Je t'en supplie, reviens. Tu es la seule qui peut m'aider. » Elle le regarda sans cligner des yeux. « Tu penses encore que je suis là pour t'épauler. Tout ce que tu viens de dire tourne autour de toi, Lionel. Ce que tu ressens, ce que tu veux, ce dont tu manques. Tu n'as pas une seule fois demandé comment je vais. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Inaya poursuivit. « Lorsque tu as retrouvé la vue, tu m'as rejeté. Tu as rougi de ma présence. Tu as renié notre mariage devant des inconnus. Et tu as ri de moi dans des toilettes comme si j'étais une tâche dans ta vie. Tu m'as renvoyé à une existence que je n'ai jamais choisie. » Lionel secoua la tête avec désespoir. « Je n'étais pas moi-même. Je voulais tellement être accepté. Je voulais me prouver que je n'avais pas besoin d'aide. » Inaya posa une enveloppe sur la table. Lionel l'effleura du bout des doigts, perplexe. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est une invitation, » répondit-elle. « Une lettre officielle.
On m'a proposé un poste de directrice exécutive dans une filiale du groupe. Je commence bientôt. Lionel demeura silencieux, comme si l'information refusait d'atteindre son esprit. Directrice exécutive, répéta-t-il d'une voix cassée. C'est incroyable. Je suis fier de toi. Elle sourit tristement. Tu n'as jamais voulu voir ce que j'étais capable de faire. Maintenant, tu n'as plus le choix. Lionel tendit la main, espérant attraper la sienne. Inaya, je peux changer, je peux apprendre. Je ferai tout ce que tu voudras. Laisse-moi juste une chance. Elle retira sa main avant qu'il ne puisse la toucher. Tu sais, Lionel, pendant longtemps, je me suis dit que ton regard avait le pouvoir de me définir. Quand tu étais aveugle, je pensais que je devais être forte pour deux. Quand tu as retrouvé la vue, je me suis mise à douter de moi parce que tu doutais de moi. Il déglutit difficilement. Je t'ai fait du mal, mais je t'aime encore. Inaya secoua la tête avec calme. Non, tu aimes l'idée de moi, celle qui t'aidait, celle qui se sacrifiait, celle qui restait même quand tu la méprisais. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Lionel sentit une larme glisser sur sa joue. Alors tout est fini. Tu vas partir. Elle inspira profondément. Je suis venu aujourd'hui pour te dire merci. Merci pour ta cruauté. Elle m'a réveillé. Elle m'a fait comprendre que j'avais abandonné ma propre lumière et que je devais la reprendre. Elle se leva, prenant son sac. Je te souhaite de trouver la paix, mais elle ne viendra pas de moi. Ne pars pas, murmura-t-il, tendant la main vers elle comme un enfant perdu. Je ne vois plus rien. Je suis seul dans le noir. Reviens, je t'en supplie. Elle resta immobile une seconde, puis répondit doucement. Tu n'es pas dans le noir à cause de moi. Tu y es parce que tu n'as jamais voulu voir ce qui comptait réellement. Elle quitta la table sans se retourner. En sortant du café, une lumière douce éclairait le trottoir. Une berline était dégarée devant. À côté d'elle se tenait Adrien Morel, un collègue de son nouveau service, un homme posé et respectueux qu'elle avait rencontré quelques jours plus tôt. Il n'était pas un amant, simplement un camarade qui reconnaissait sa valeur. « Tout va bien ?» demanda-t-il en lui ouvrant la portière. « Oui », répondit-elle en souriant faiblement. « Mieux que ces dernières années. » Elle monta dans la voiture. Le moteur démarra lentement. À travers la vitre, elle aperçut d'une dernière fois la silhouette immobile de Lionel, resté dans la même position, sa main toujours tendue vers une lumière qu'il ne verrait plus jamais. Lorsqu'ils s'éloignèrent, Inaya sentit une paix nouvelle l'envahir. Une porte s'était refermée. Une autre s'ouvrait à l'horizon. Elle regarda la ville défiler, consciente qu'elle marchait enfin vers sa propre vie. Dans le café déserté, Lionel resta assis longtemps, incapable de bouger. Sa respiration était irrégulière, sa gorge serrée. Il comprit alors, dans une douleur sourde, que ce qu'il avait perdu n'était pas seulement la vue, mais la seule personne qui avait été sa lumière, et il savait que rien ne la ramènerait plus.